Si j'ai décidé aujourd'hui de traiter avec vous de l'économie et de la société vietnamienne au XIXe siècle, ce n'est évidemment pas par hasard. Ça peut paraître un petit peu curieux parce qu'en tant que tel, cette matière, ce chapitre n'apparaît pas dans les programmes, tel quel en tout cas. Alors pourquoi ai-je choisi justement d'étudier ce sujet? Eh bien parce que trop souvent, on pratique ce que l'on appelle l'européocentrisme, c'est-à-dire que quand on étudie l'histoire du monde, on l'étudie toujours par rapport à l'Europe. Et plus particulièrement lorsque l'on aborde, et ça c'est dans les programmes, le chapitre du colonialisme et de l'impérialisme européen au XIXe siècle, eh bien, on voit toujours le point de vue des Européens et on ne voit pas le point de vue de ceux qui vont être colonisés. Et donc, c'est volontairement que je me suis dit que c'était peut-être intéressant d'analyser ce sujet de l'autre côté de la lorgnette. Autrement dit, de comprendre la société qui va être colonisée avant la colonisation, en essayant de comprendre comment cette société est organisée. Et à partir de là, on comprendra peut-être mieux quels rapports les colonisateurs vont avoir avec les colonisés. Ensuite, deuxième objectif, il m'a paru intéressant de pouvoir transposer des concepts qui ont été étudiés pour des sociétés européennes du Moyen-Âge et des temps modernes, à savoir des concepts liés au monde rural, dans une société extra-européenne. Alors quand je dis bien ici c'est transposer des concepts, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Il s'agit de comparer. Comparer, ça ne veut pas dire qu'une société en vaut une autre. Mais en tout cas, être capable de comprendre une société que l'on ne connaît pas à partir d'outils, d'instruments conceptuels qui ont été utilisés dans le cas des campagnes médiévales en Europe, que nous avons étudiées l'an passé ensemble. Voilà, donc ce sont deux objectifs que je me suis fixés. Donc, petit 1, ou plutôt grand 1, bon, je ne mets pas grand, je mets simplement introduction, vous indiquez donc quels sont les objectifs. Alors, en ce qui concerne le développement du sujet, alors développement, c'est quand je fais le grand scriptographe, je suis fatigué. Non, développement, alors, développement du sujet. La première chose à savoir, c'est que la société vietnamienne du XIXe siècle est encore une société basée sur la terre. C'est une société paysanne. Autrement dit, le premier thème que nous allons aborder ensemble, c'est tout à fait logiquement celui des campagnes. Donc je mets grand 1. Donc, le monde des campagnes. Et dans le monde des campagnes, le premier qui nous intéresse tout à fait, c'est évidemment le domaine de l'agriculture. Alors, le Vietnam, je vous l'ai dit, est un monde profondément rural, et ça se marque d'ailleurs par toute une série de
indices assez évidents, par exemple les unités de surface, les unités de temps, sont toujours liées à des références qui appartiennent au monde paysan. De la même manière, au printemps, l'empereur, parce que le Vietnam est un empire, l'empereur trace le premier sillon près de son palais. Donc, vous voyez, l'empereur qui a une fonction politique et religieuse, lui-même initie l'année agricole. Alors, la culture la plus importante, et de loin, c'est le riz, la culture du riz. Alors, la culture du riz, c'est une culture qui nécessite des pratiques assez sophistiquées et très précises. En effet, lorsque l'on cultive du riz, on doit d'abord semer, préparer le terrain d'abord, puis semer, puis on doit herser, c'est la pratique du herçage après les semailles, puis on doit repiquer le riz, et à plusieurs reprises, on doit irriguer les différents plateaux, niveaux, si vous voulez, des rizières, de telle manière que le niveau d'eau corresponde à la taille du riz, de la plante. Puis, il va falloir assécher la rizière pour permettre au riz de mûrir. Puis il va falloir battre le riz. Il va falloir le vanner. Et enfin, il va falloir passer au décortiquage. Tout ceci suppose une organisation collective dans la division du travail. C'est un travail familial où chacun a sa tâche. À côté de ça, il faut une organisation sociale qui permet de maîtriser l'eau. Parce que je ne sais pas si vous avez vu déjà des rizières. Les rizières, en fait, supposent une organisation très précise de la gestion de l'eau, et en particulier, et je vais vous le montrer ici sur la carte, lorsque l'eau arrive à toute allure, à certains moments d'année, sous forme torrentielle, que ce soit les eaux du fleuve Rouge ou les eaux du Mékong, eh bien, il faut absolument que des digues aient préalablement été édifiées pour éviter les inondations et le ravage des terres. Il faut ensuite prévoir des canaux qui partent des fleuves ou des rivières nombreuses dans ces régions et qui vont permettre donc à l'eau d'arriver à destination. Vous vous souvenez peut-être, même certainement qu'en première année, lorsque nous avons étudié le cas de la Mésopotamie, nous avions un problème, enfin les Mésopotamiens avaient un problème du même type. Non seulement endiguer, mais aussi canaliser ces eaux qui viennent de ces grands fleuves. Alors le riz, la culture du riz, possède un certain nombre d'avantages.
c'est que sur une même surface, on produit 4 fois plus de riz que de blé. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que l'entretien des rizières ne nécessite pas des soins qui nécessitent quantitativement beaucoup de travail. Je dis bien l'entretien, je ne parle pas ici de la culture proprement dite, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui, elle, nécessitait toute une série d'étapes successives. Il suffit d'un minimum de fumure dans les rizières pour que le riz puisse pousser. Enfin, troisième avantage, c'est que le riz, la plante de riz, produit le riz, est une plante aquatique, nous sommes bien d'accord. Eh bien, ces plantes aquatiques, qui sont les unes à côté des autres, ne permettent pas aux parasites de se reproduire, puisqu'ils manquent d'oxygène, et ça permet de réduire les risques de maladie. Voilà, 3 avantages importants. Récolte abondante, entretien minimal et réduction du risque de santé publique. Alors maintenant, on va voir comment, ou plutôt quelles sont les autres cultures qui sont pratiquées au Vietnam, à côté du riz, qui reste la première des cultures. Vous avez le maïs, qui était importé au lendemain des grandes découvertes et des conquêtes espagnoles en Amérique. Vous avez également le théier, qui produit du thé. Et des plantes de type industriel qui seront bien utiles pour l'artisanat. C'est ce système de biodiversité qui sera remis en cause au moment de la colonisation, parce que les colonisateurs voudront, dans un but de profit, de lucre, supprimer ces multiples cultures au profit de la culture du riz, que l'on voudra exporter en très grande quantité. On passe maintenant à l'organisation sociale. L'organisation sociale. Alors, comment les villages sont-ils organisés? Alors, il faut tout d'abord savoir qu'un système avait été mis au point, ce que l'on appelle la commune vietnamienne. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un système qui a été présenté comme démocratique par les colonisateurs, curieusement, qui rejoignaient ainsi les indépendantistes modérés qui appartenaient au monde des notables, qui était un monde d'opportunistes, qui ne voulait pas changer un système qui, loin d'être démocratique, est un système oligarchique
basée sur le féodalisme. Alors concrètement, comment fonctionne cette commune vietnamienne? Eh bien, dans chaque village, il y a entre 20 et 25% des terres qui appartiennent à l'ensemble de la communauté. Le reste des terres étant des propriétés privées, appartenant soit à des notables, soit à de petits paysans, de petits agriculteurs. Mais il faut savoir que la grande masse, enfin la majorité, la grande masse c'est peut-être exagéré, mais en tout cas que la majorité des paysans ne disposent pas de terre. Ils doivent donc travailler comme manœuvres ou comme saisonniers, donc pour d'autres paysans, et en particulier bien sûr pour les notables. Je vais vous faire un petit schéma qui va résumer la situation. Voilà. Alors, je vous représente de manière schématique un village sous la forme d'un cercle. Et je vais vous, comment dirais-je, subdiviser ce cercle en plusieurs portions, comme s'il s'agissait d'une tarte. Donc je vous ai dit, entre 20 à 25% des terres sont des communaux, donc ils appartiennent à l'ensemble de la communauté. Alors je vais vous représenter ça comme ça, entre 20 et 25%, donc quelque chose comme ceci. Donc ceci, ce sont les communaux, les terres communales, qui appartiennent à l'ensemble de la communauté. Alors ces terres sont partagées entre les propriétaires, donc les paysans qui ne possèdent pas de terre n'y accèdent pas, et ce sont les notables qui ont été élus, ou qui sont souvent cooptés, qui vont eux-mêmes répartir ces terres entre les paysans. Inutile de vous dire que les notables vont s'attribuer les terres les plus intéressantes, celles qui ont 2 bonnes récoltes par an. Le reste des terres, c'est-à-dire entre 75 et 80%, du reste des terres du village, donc la partie qui se trouve ici, eh bien, se trouve donc répartis en propriétés qui appartiennent aux paysans. Mais il faut savoir que 60% des terres du village appartiennent à 10% des paysans. Donc je vais essayer de représenter ça comme ceci. Donc 60% des terres appartiennent à 10% des paysans. Donc je vais mettre ici, c'est plus ou moins divisé en deux, mais donc 60% ici des terres appartiennent à 10% des paysans. Autrement dit, les 40% restants appartiennent aux 90% restants des paysans. Donc vous voyez que le système est tout à fait inégal. Et alors à côté de ça, vous devez vous dire que la majorité des paysans n'ont aucune terre, donc ne rentrent dans aucune de ces catégories ici, et donc doivent se mettre au service d'un petit ou un moyen propriétaire et d'un propriétaire qu'on peut qualifier de notable. Il faut savoir qu'au Vietnam, il n'y a pas l'équivalent des latifundia dont j'ai eu l'occasion de vous parler à différentes reprises depuis quelques années. Il n'y a pas de grande propriété foncière. Et ça, c'est la culture du riz qui explique sans doute cela.
le système de la culture du riz favorise plutôt des petites exploitations. Alors quand je dis petite exploitation, alors vous allez me dire, oui, mais comment les paysans qui possèdent 60% des terres et qui ne représentent quantitativement, sociologiquement, que 10% de la population, peuvent-ils être importants? Mais ils possèdent plusieurs petites exploitations à différents endroits du village qui sont travaillées par les 45% certainement, ou les non, quand je dis 45%, les 55% de paysans, je donne une moyenne ici, hein, la majorité des paysans qui, eux, n'ont pas de terre et qui travaillent comme saisonniers, si vous voulez, comme ouvriers agricoles. Alors, ces paysans qui appartiennent au monde des notables organisent, je vous l'ai dit tout à l'heure, la répartition des terres communales, ça va? La rotation de ces cultures, ça se fait tous les 3 ou 6 ans. Mais ce sont eux aussi qui vont affermer les impôts et même définir l'assiette de l'impôt. Autrement dit, les quotités que les paysans doivent payer. Donc ces notables ont un rôle très important. Donc vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'un système démocratique, il ne s'agit pas d'une phase antérieure ou qui annonce le communisme d'après la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit franchement d'un système féodal, très clairement. Mais cette organisation fonctionne partout au Vietnam et constitue donc la base de ce régime féodal basé sur l'agriculture. Alors, je vais retourner à mon tableau antérieur. Voilà. Alors, cette organisation sociale, je vous ai dit, repose sur l'agriculture. Alors, quelles sont les régions où l'on trouve le plus grand nombre de rizières? Eh bien, il faut savoir que l'histoire du Vietnam se confond avec l'extension de ces riziculteurs du nord vers le sud. Autrement dit, le Vietnam s'est constitué en partant de ce qu'on va appeler plus tard le Tonkin vers la Cochinchine. Et ce sont dans les plaines du sud que le riz se cultive de la manière la plus simple, et c'est donc là qu'on le trouve en grande quantité. Voilà, donc je vous ai parlé de l'organisation sociale, j'espère que c'est clair, que donc c'est un monde, le petit monde des notables qui, à l'intérieur de chaque village, détermine en fait le cycle des rotations des cultures. C'est lui qui décide de l'assiette de l'impôt, c'est lui qui répartit cet impôt, et par conséquent, on peut dire qu'on est dans un monde véritablement donc féodal. Alors, je réfléchis si j'ai encore des choses importantes à vous dire à ce sujet-là. Je ne crois pas, et nous allons passer maintenant, deuxièmement, à un deuxième secteur. C'est celui de la mer, celui des mines et celui de l'artisanat.
Alors, vous voyez cette carte du Vietnam, vous voyez que la mer, évidemment, se trouve à l'est, que les côtes du Vietnam sont très importantes, le long de ce qui ressemble un petit peu à un grand S, si vous voulez. Et qui dit mer dit pêche, bien entendu. Les Vietnamiens avaient inventé toute une série de moyens pour pêcher, avec des nasses de toutes les formes pour pêcher des poissons de toutes les catégories possibles. Qui dit mer dit également sel. Le sel, vous savez, avant l'invention des réfrigérateurs, des congélateurs, avait une fonction très importante, puisque le sel permettait de conserver les aliments. Nous l'avons déjà vu antérieurement lorsque nous avons étudié le Moyen-Âge, par exemple. Alors, les Vietnamiens préparaient une saumure, c'est-à-dire une préparation liquide salée qui permettait de conserver les aliments. Et il y avait une collaboration étroite entre les marins pêcheurs et d'autre part ceux qui récoltaient la saumure, donc ceux qu'on appelle des sauniers. Alors contrairement à la France d'Ancien Régime, où vous avez des terres qui sont, enfin des paysans qui sont soumis à la gabelle, c'est-à-dire un impôt obligatoire sur le sel. En effet, les paysans français devaient acheter une quantité déterminée de sel, en tout cas dans les régions où il n'y en avait pas, où il y en avait peu, parce que dans les régions où le sel était abondant, ça c'était des régions où il n'y avait pas la gabelle, bien entendu. Et les gabelous, dans la France d'Ancien Régime, c'était donc ces percepteurs d'impôts qui venaient pour vous obliger à acheter des quantités de sel déterminées. Et ce sel, en France, était un monopole de l'État. Ce système n'existe pas au Vietnam. Autrement dit, la production et le commerce du sel est libre. Ce que les colonisateurs français, lorsqu'ils vont arriver au Vietnam, vont casser ce régime et instaurer un monopole du sel. Donc ils vont transférer au Vietnam une situation d'ancien régime, donc antérieure à la Révolution française, situation qui avait été abolie par ailleurs au moment de la Révolution française en France. Donc ils ont reproduit ce système. Ça va évidemment appauvrir et désorganiser l'organisation du commerce et appauvrir évidemment les paysans. Alors, à côté de ça, il y a le domaine des mines. Alors les mines sont abondantes. Alors elles sont abondantes en particulier dans la partie septentrionale du Vietnam, dans la région, vous voyez, qui se trouve au nord ici de Hanoï, la région de Tay Nguyen. Tay Nguyen. Ici donc. On y trouve des mines d'or, des mines d'argent, des mines de fer, des mines de zinc, par exemple. Mais en tout cas en grande quantité. Alors les mines, alors là, il y a une ressemblance par rapport à des chapitres que nous avons étudiés antérieurement, par exemple pour le Moyen-Âge. Là, les mines sont un monopole royal. Donc, les mines appartiennent à l'empereur. Mais l'empereur
via ses mandarins, puisqu'il y a des mandarins comme en Chine, qui s'occupent de gérer les provinces. Ce sont en fait des gouverneurs. Ils ont un petit peu la fonction des scribes, si vous voulez, à l'époque égyptienne, c'est-à-dire ce sont des hauts fonctionnaires. Eh bien, ces mandarins, au nom de l'empereur, donc, afferment ces mines. Affermer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces mines appartiennent à l'empereur, mais sont louées pendant une durée qui est relativement courte d'ailleurs, et la plupart du temps à des fermiers, mais pas fermiers au sens de paysans, hein, c'est-à-dire des gens qui ont à fermer, qui sont soumis à un contrat de ferme, souvent à des Chinois d'ailleurs, et qui, une fois le contrat terminé, doivent arrêter l'exploitation de ces mines. Alors, une caractéristique du régime, c'est évidemment que la monarchie bureaucratique de la dynastie des Nguyen, donc N-G-U-Y-E-N, bon, c'est le même nom évidemment que le nom des montagnes dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais comment dirais-je, il n'y a pas de lien, oui, il y a un lien évidemment, je dirais au niveau du vocabulaire, ça s'écrit de la même manière en tout cas. Donc la dynastie des Nguyen, en fonctionnant de cette manière-là, ne s'intéresse qu'aux plus-values, si vous voulez, qu'à l'argent qui lui rapporte ces mines via ces fermages. Et c'est bien un des problèmes de cette monarchie, c'est qu'elle ne cherche jamais à investir, elle se contente d'être une rentière d'un système féodal. On ne cherche pas à moderniser, on se contente de vivre sur des acquis. Et on sous-traite pour faire prospérer, exploiter ces mines. Alors reste un dernier secteur, c'est l'artisanat. Alors je vous ai dit que l'artisanat, enfin non, je ne vous ai pas encore dit, l'artisanat consiste essentiellement en la production d'instruments divers qui correspondent aux besoins de la population mais qui ne sont pas énormes. Ce qui est sûr, c'est que les artisans vietnamiens ont mis au point un système de division du travail qui conduit à la création de véritables chaînes de villages. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a des produits qui sont façonnés à tel endroit, puis il y a une autre phase de la conception du produit qui se fait dans un autre village, et ainsi de suite, jusqu'à la réalisation finale. C'est le cas par exemple de la poterie. Un village va produire des poteries brutes, un autre va les décorer, etc., etc. Donc on assiste à une véritable distribution du travail, division du travail. Je viens de faire un lapsus qui est assez révélateur parce que j'ai parlé de distribution. Il y a un réseau de distribution qui est très bien organisé. On va passer maintenant au point 3, c'est le commerce. Alors, le commerce national tout d'abord, et ensuite on verra le commerce international. Le commerce national, c'est-à-dire interne au Vietnam.
Alors quand on commerce, il faut tout d'abord avoir des produits à échanger. Bien entendu, ici, le riz reste évidemment le produit qui est le plus échangé, et je vous ai dit que le riz est produit principalement, mais pas seulement, parce qu'on le produit partout au Vietnam, en tout cas dans les plaines côtières, dans les plaines du nord ou du sud. Eh bien, le riz qui est produit en abondance dans le sud va être transporté vers le centre et vers le nord, et surtout dans les régions montagneuses où on ne le cultive pas, ou en tout cas la culture du riz est beaucoup plus difficile. Il s'agit, bien entendu, de pouvoir transporter les marchandises, les denrées produites. Alors, le moyen qui est de loin le plus utilisé, c'est l'eau. Alors, il y a non seulement le cabotage, c'est-à-dire cette navigation qui reste près des côtes, mais il y a surtout la navigation, pas seulement fluviale, mais surtout la navigation sur les rivières et ruisseaux multiples que l'on trouve au Vietnam. C'est une région où l'eau est très abondante. Je vous ai montré ici sur la carte que le réseau que l'on trouve en Cochinchine, dans la région de Saigon, c'est-à-dire à l'endroit où se trouve le delta du Mékong. Vous avez la même chose dans le delta du fleuve Rouge, mais je vais vous dire qu'à l'intérieur des terres, vous avez des centaines et des centaines de rivières. Les montagnes se trouvent ici, et donc il y a des tas de rivières qui se forment et qui permettent d'alimenter donc les plaines du Vietnam. Alors, en revanche, il y a un moyen de communication qui n'est pas utilisé, c'est la route. On va dire pourquoi. Eh bien parce que la route a essentiellement une fonction politique. La route, en fait, c'est un long ruban qui va du nord vers le sud, ou du sud vers le nord, peu importe, et qui, je vous l'ai dit, a une fonction essentiellement politique. Autrement dit, c'est une route constituée de pierres où ne circule que l'armée impériale, où ne circulent que des fonctionnaires chargés de récolter l'impôt, et qui aboutit à la capitale Hue, qui se trouve au centre du pays. Alors, ensuite, quand on transporte, il faut qu'il y ait des lieux d'échange. Alors, ces lieux d'échange, où se trouvent-ils? Alors, on ne les trouve pas à la campagne, on ne les trouve pas dans les villages, parce que ces petits notables, ou ces grands notables, si vous voulez, qui se tiennent à garder le contrôle à l'intérieur de leur village, donc ils ne souhaitent pas trop avoir de contact avec l'extérieur. Ils vivent à l'intérieur d'enceintes de bambou, d'ailleurs, qui sont théoriquement là pour protéger les villageois de la faune, mais qui, symboliquement, marquent bien les limites d'un territoire sur lequel ils ont une juridiction, où ils résolvent des petits conflits, et où je vous ai dit, ils décident de l'assiette de l'impôt, ils décident de la rotation des cultures dans les terres communales. Donc, autrement dit, ce sont des petits maîtres qui ne tiennent pas spécialement à voir la création de marché. Alors,
Ce qui est original, c'est que ces marchés ne se situent pas non plus dans les villes. À part Hanoï, Hue ou Saigon, vous devez vous dire que la plupart des villes, ce sont des villes qui ont une fonction politique. À l'inverse de ce que nous connaissons dans nos régions, où les villes ont une fonction politique, économique, religieuse, culturelle. Là-bas, au Vietnam, les villes ont une fonction donc politique. Ces villes sont entourées de murailles, et non plus évidemment d'une enceinte de bambou. Ce sont des villes où siège soit l'empereur, c'est le cas de Hue, soit des mandarins qui sont ainsi coupés de la population rurale. Il n'y a pas donc de véritable symbiose entre la ville et les campagnes, comme c'est le cas bien souvent dans nos régions, malgré tout ce que l'on peut vous expliquer dans les manuels, où on explique que l'air de la ville rend libre, c'est vrai, et qu'il y a un statut juridique différent pour les bourgeois, c'est-à-dire ceux qui habitent le bourg, et d'autre part les paysans, c'est vrai, mais il y a des interactions, des échanges constants dans les villes, entre les villes et les campagnes médiévales en Occident. Là, au contraire, la ville apparaît davantage comme un lieu, ça ressemble davantage presque à un château, si vous voulez, ces villes. C'est-à-dire un lieu de pouvoir où on décide de manière bureaucratique pour des gens dont on est souvent coupé. Alors vous allez me dire, mais si ce n'est pas dans les villages, si ce n'est pas dans les villes que l'on crée les marchés, mais où alors se trouvent les marchés? Eh bien, ils se trouvent essentiellement à des confluents entre fleuves et rivières, là où des cours d'eau se rejoignent. Alors, une preuve que le commerce va connaître un progrès au XIXe siècle, ça va être sur la décision de deux empereurs, je ne vous ai pas encore montré la ligne du temps ici, mais de deux empereurs qui s'appellent Jialong et ensuite surtout Minman, qui vont créer une monnaie et vont même privatiser dans certains cas ces monnaies en affermant ces monnaies à des particuliers, en permettant même à des particuliers de les produire. Je vous signale qu'au XIXe siècle en Belgique, il n'y avait pas que la Banque nationale qui produisait de la monnaie. Il y avait aussi la Société Générale de Belgique. Donc, là évidemment, le système n'avait pas la même ampleur, mais là aussi, il y avait, même s'il n'y en avait que deux à cette époque-là, lieu d'émission de la monnaie. Donc là, les empereurs afferment à des particuliers. Ce qui prouve en tout cas qu'il y a un besoin de monnaie. Il y a un besoin de monnaie. Le problème, je vous l'ai déjà dit, avec cette monarchie nguyen, c'est que c'est une monarchie qui est autoritaire, qui est solide, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'ailleurs. Lorsqu'on pense à la colonisation qui va suivre, c'est une monarchie solide, bureaucratique, qui vit de ses rentes, je l'ai déjà dit tout à l'heure aussi, et qui ne cherche pas à investir, à faire autrement dit du profit à partir d'inventions nouvelles. Et ceci va constituer un barrage face au développement, au progrès de l'économie et de la société vietnamienne.
international maintenant. Nous avons parlé du commerce interne, commerce intérieur au Vietnam, nous passons maintenant au commerce international. J'ai longuement parlé de la production du riz tout à l'heure. Eh bien, vous devez vous dire que le riz est évidemment une denrée qui est fortement demandée par l'Empire de Chine, dont le Vietnam est le vassal, au moins théorique. Inversement, proviennent de Chine du thé, mais aussi toute une série de tissus précieux, et en particulier la soie, bien sûr. Ce qui montre que, avant même la colonisation, le Vietnam est ouvert au monde extérieur et commerce sur le plan international, c'est que dès 1850, la monnaie internationale, la monnaie qui est utilisée dans le Pacifique, est reconnue et utilisée par les Vietnamiens, à savoir la piastre espagnole ou mexicaine. Malheureusement, là aussi, les impôts lourds fixés par la monarchie et la difficulté à obtenir des licences pour les étrangers vont constituer un barrage pour la liberté du commerce. Donc, si je devais résumer mon propos maintenant, et on arrive tout doucement à la conclusion, je dirais que sur le plan agricole, le Vietnam est en fait un pays où existe déjà une division du travail poussée, où il existe également une redistribution des produits qui est assez poussée également, où les cultures sont diversifiées, je vous l'ai dit, même si le riz occupe incontestablement une place prépondérante, mais où l'organisation sociale qui s'est édifiée sur cette culture du riz, eh bien cette organisation sociale est de type féodal. Ce sont des petits notables qui régentent la vie des villages. De plus, la monarchie nguyen frappe d'impôts multiples les transactions sur des bases différentes. Donc ça fait un petit peu penser, vous savez, à ce qu'on a pu étudier ensemble pour le Moyen-Âge l'an dernier, avec des tons lieux multiples, des impôts multiples. Et cette monarchie, en fait, loin de promouvoir le progrès, constitue bien un barrage. Donc, nous nous trouvons devant des contradictions entre, d'une part, les capacités de production de ce pays et, d'autre part, la superstructure politique. Même si les moyens de production sont très réduits chez les paysans, puisqu'ils utilisent
des moyens très simples qui font parfois penser à l'Antiquité proche-orientale que nous avons étudiée il y a 2 ans. Les multiples monopoles, ou les monopoles qui appartiennent à l'État dans le domaine des mines, là aussi, ne vont pas permettre une production de type capitaliste, je dirais, avec une redistribution qui permettrait à la population d'en profiter. Alors là, je parlerai évidemment de capitalisme d'État, entendons-nous bien, je ne parle pas de capitalisme privé ici. Je vous ai dit que le commerce est existant, on n'est pas du tout devant un monde qui ne bouge pas, même si les besoins de la population sont relativement réduits, il y a du commerce, et je vous ai dit également que ce commerce a une extension internationale. Mais on peut dire que là aussi, l'appareil bureaucratique des mandarins qui se trouve en dessous de cette monarchie établie à Hue, dans le palais impérial de la capitale vietnamienne, eh bien, cet appareil d'État ne permet pas ou ne cherche pas à pousser à la productivité. Voilà. Il me reste peut-être à commenter à la fois la carte et surtout la ligne du temps. Alors la carte ici. J'espère que vous avez pu la copier. Vous voyez apparaître plusieurs noms qui sont d'abord en rouge. Alors j'ai mis en rouge soit le nom des régions, soit le nom des villes les plus importantes. En fait, dès le XIXe siècle, et plus précisément depuis 1804, le Vietnam a acquis le statut d'empire. En fait, c'est le monarque du Vietnam qui s'est fait reconnaître empereur par l'empereur de Chine. Donc il tient ses patentes, si vous voulez, d'empereur de Chine. Et donc, le Vietnam, c'est ce grand S, si vous voulez, ou ce serpent, si vous voulez, où vous voyez qu'il y a 3 régions, le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine, mais qui sont en fait des créations de l'époque coloniale. Vous savez que lorsque les Français, les Anglais ou les Belges, par exemple, les Portugais, les Espagnols, bien sûr aussi, ont conquis des territoires outre-mer, ils se sont échinés souvent à diviser les populations pour une raison évidente, c'est pour casser toute forme de patriotisme. Or, au XIXe siècle, le Vietnam est une nation en cours de formation. En fait, il n'y a pas de différence entre les habitants de Cochinchine, de l'Annam ou du Tonkin sous le plan linguistique. Ils parlent la même langue, ils avaient le sentiment d'appartenir à un même peuple. Il y avait un seul empereur qui se trouvait à Hue, ici. Remarquez aussi que Hanoï, la grande ville du Nord, va devenir la capitale après la Deuxième Guerre mondiale de ce qu'on va appeler le Vietnam du Nord, tandis que Saigon va devenir la capitale de ce qu'on va appeler le Vietnam du Sud. Et le Vietnam va être coupé en deux au terme du 20e parallèle, de manière tout à fait arbitraire. Et il faudra attendre 1975 pour que le Vietnam soit réunifié 2 ans après la chute de Saigon et le départ des Américains. Saigon, qui depuis lors s'appelle Ho Chi Minh Ville, du nom du fondateur de la République démocratique, c'est-à-dire communiste du Vietnam du Nord. Alors,
noté, j'espère, les fleuves. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire sur cette carte-ci. On va peut-être passer maintenant à la ligne du temps. Je vous ai indiqué en blanc le nom des 3 grands empereurs du Vietnam. Gia Long, qui règne de 1804, c'est le premier empereur, jusqu'à 1820. Ensuite, Minh Mang, qui règne de 1820 à 1841. Et enfin, je ne vous ai pas cité l'empereur qui règne ici, parce qu'il règne de 6 ans, de 1847 à 1883, Tu Duc. Ce sont les 3 grands empereurs du Vietnam indépendant. Parce qu'après cela, il va y avoir des empereurs jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le dernier des empereurs, c'est Tao Bai. Et Tao Bai, c'est un collaborateur des Japonais pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ces empereurs sont complètement sous la coupe, à ce moment-là, de l'administration française. Ils n'ont plus rien à dire du tout. Alors, je vous ai indiqué ici en rouge le moment où les différents territoires qui ont été constitués comme tels vont être occupés ou annexés par la France. Vous demanderez de le noter parce qu'au tableau, j'ai résumé cela. Mais c'est donc bien l'occupation de l'annexion. Donc, entre 1858 et 1862, la Cochinchine, c'est-à-dire le territoire constitué comme tel par l'administration coloniale française, donc, est formée. C'est la Cochinchine orientale, de l'Est, qui est occupée. Et en 1867, c'est la Cochinchine occidentale, de l'Ouest. Vous avez ensuite l'annexion à la France, si vous voulez, de 1882 à 1885, du Tonkin, du Nord, et de la région centrale, l'Annam. Alors, quand je vous parle de ces régions-là, il va y avoir donc 3 subdivisions territoriales pour le Vietnam, et ces 3 subdivisions, Tonkin, Annam et Cochinchine, qui vont associer au, je me tourne vers la carte, associé au Laos et au Cambodge. Le Laos se trouve ici et le Cambodge se trouve ici. Ça va, le Cambodge se trouve ici. Eh bien, ces 3 territoires, le Tonkin, l'Annam, la Cochinchine, associés au Laos et au Cambodge, qui vont devenir également des protectorats français, eh bien, ces 5 provinces ou territoires vont former ce que l'on appelle l'Indochine française, qui va, pendant la Deuxième Guerre mondiale, être envahie par les Japonais, comme vous le savez sans doute. Alors, je poursuis ici sur ma ligne du temps. De 1885 jusqu'en 1905, il va y avoir une résistance assez forte de la population indo-chinoise au Tonkin. Je ne dis pas la population tonkinoise, vous remarquez, puisque ce sont des Vietnamiens. Voilà. Alors, en bleu, j'ai indiqué en fait les mesures qui sont prises par l'administration française à l'encontre de l'économie ou de la société vietnamienne. Vous avez tout d'abord, entre 1858 et 1862, la décision prise par l'administration française, donc la République française, de permettre la liberté de l'exportation du riz. Effectivement, les colons français, lorsqu'ils arrivent, et l'administration française, lorsqu'elle arrive, elle a comme souci essentiellement d'exploiter le pays et de pouvoir vendre les produits locaux. Et donc, ils vont imposer l'exportation du riz. Je vous rappelle aussi la guerre de l'opium, 1842 avec l'Angleterre et la Chine, etc. L'objectif des grandes puissances coloniales est de permettre le libre-échange et de casser l'autarcie et les décisions de ces pays qui sont plus ou moins fermés sur eux-mêmes. J'ai dit qu'il ne faut pas trop simplifier les choses, puisque je vous dis que dès 1850, il y a quand même la piastre espagnole ou mexicaine qui circule, en tout cas pour les échanges internationaux. Voilà. Alors, deuxième mesure importante que moi j'ai notée, c'est 1888, la concession
des terres dites libres aux colons dans la région du Tonkin. Alors c'est quoi ces terres dites libres? Eh bien en fait c'était des terres qui n'étaient pas libres, tout ça n'était pas libre du tout. Simplement, il faut revenir à la notion de propriété au Vietnam. Les Français, quand ils sont arrivés, pour exproprier les Vietnamiens de leurs terres, les paysans de leurs terres, ont dit ben, on se réfère au droit vietnamien selon lequel la propriété de la terre appartient à l'empereur. Donc, autrement dit, il n'y a pas, personne n'est propriétaire de sa terre au Vietnam. Évidemment, c'était une interprétation évidemment tout à fait limitative. En fait, l'empereur n'avait qu'une propriété très théorique, la propriété que j'appellerais la propriété éminente, mais qui n'est pas une propriété réelle sur ces terres. Autrement dit, on expulsait bien les paysans de leurs terres qui leur appartenaient lorsque les colons donc s'établissaient. Donc c'était vraiment une expropriation forcée. Entendu? Donc en fait, ça c'est une interprétation par des juristes français, mais qui n'a aucune valeur, si vous voulez. C'est simplement le droit du plus fort. Et les vaincus ont toujours tort, comme vous savez. Enfin, entre 1897 et 1902, vous voyez, j'ai indiqué Régie Fiscalité Doumer. Je vous rappelle que un certain nombre de biens, le sel en particulier, n'était pas l'objet d'une imposition particulière au Vietnam. Il y avait la liberté du commerce du sel. Et lorsque Doumer, qui était le gouverneur au nom de la France, Tonkin est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, dorénavant, le sel et d'autres produits, par exemple, le produit des mines, appartiendront à l'État. Autrement dit, la production et le commerce d'un certain nombre de produits, comme le sel, deviennent des monopoles de l'État. Ce qui obligeait donc les Vietnamiens à acheter directement à l'État, ce qui auparavant faisait l'objet d'un commerce libre. La fiscalité, à l'époque de Doumer, va se renforcer. C'est vraiment le moment où, pendant cette période de 5 ans, au tournant des 19e et 20e siècles, où donc les impôts vont être centralisés, l'administration fiscale va être centralisée, et on va imposer un système colonial qui va donc se surimposer au système antérieur. Évidemment, le terrain était déjà balisée par cette monarchie nguyenne, certainement, je vous ai dit qu'elle était bureaucratique et tout. Toutefois, à l'époque de cette monarchie nguyenne, à laquelle appartiennent Jalong, Mimang et Tuduk, permettait quand même une certaine liberté à la base. Mais je vous ai dit liberté conditionnelle, puisque c'était les notables qui, de fait, en tout cas à l'intérieur des villages, faisaient la loi, on peut bien dire comme ça. Alors, il me reste à vous montrer un certain nombre d'ouvrages. J'ai essayé de résumer au maximum mon propos, il y avait bien d'autres choses à dire, vous en doutez, et je vais donc, comme d'habitude, vous montrer quelques livres peu nombreux qui pourraient vous inciter à poursuivre l'étude de ces sociétés extra-européennes qui sont tellement intéressantes et qui permettent quand même, qui peuvent être étudiées à partir d'outils que nous avons étudiés dans les années précédentes, en ne commettant pas évidemment d'extrapolation et d'anachronisme. Ce serait le plus grave des péchés d'un professeur d'histoire. Alors tout d'abord, pour le cadre géographique, je vous recommande l'ouvrage de Pierre Bouroux, Terre de Bonne-Espérance, le monde tropical, dans la collection Terre humaine chez Plomb. Alors, Pierre Bouroux est un grand géographe français du XXe siècle. Il était professeur au Collège de France à Paris, mais aussi professeur à l'ULB, à Bruxelles. Et il avait défendu en 1936 une thèse de doctorat
sur le delta du fleuve Rouge. Et donc, il consacre plusieurs chapitres au début de ce livre, justement, à la culture du riz. Et je vais essayer de retrouver ça. C'est le chapitre première partie, hein, qui est consacré au delta du fleuve Rouge et à la civilisation vietnamienne. Donc c'est un ouvrage vraiment très agréable à lire, hein, mais ne concerne pas que le Vietnam, hein, il concerne toutes les régions tropicales, l'Inde par exemple, l'Amazonie, etc. Alors, de Louis Armentier, un tout autre domaine, celui de la langue. Orientalisme et linguistique, introduction aux principales langues continentales de l'Extrême-Orient, publié chez l'Aurore Univers. Vous avez deux chapitres, l'un consacré à la langue vietnamienne et l'autre à l'écriture vietnamienne, à côté de chapitres consacrés aux Chinois, etc. Voilà. Alors maintenant, un ouvrage général de Jean Chénaud, publié aux Presses universitaires de France, qui s'intitule « L'Asie orientale au XIXe et XXe siècle », donc dans la collection Nouvelle Clio. Alors, ça concerne la Chine, l'Inde, le Pakistan, l'Asie du Sud-Est et le Japon. Et donc, vous avez aussi des considérations intéressantes, des chapitres sur le Vietnam. Alors, du même auteur, alors c'est un ouvrage qui, pour moi, est très pédagogique, l'auteur est marxiste, mais enfin, pour moi, il a une vision très claire des choses. Contribution à l'histoire de la nation vietnamienne, publié en 1955 aux éditions sociales. Donc, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup servi pour la préparation de cette leçon, bien sûr. Alors, dans la même veine, il y a eu 2 volumes du Centre d'études et de recherche marxiste qui peuvent apporter des outils pour essayer de comprendre le mode de production au Vietnam au XIXe siècle. Tout d'abord, sur le mode de production asiatique, aux éditions sociales, préface Roger Garaudy. Voilà, bien que ça concerne des sociétés qui n'existaient plus en tant que telles, mais comme le Vietnam est une société que l'on peut appeler hydraulique, puisqu'elle est basée sur une culture qui nécessite une gestion très, très précise de l'eau. Je crois qu'on peut trouver des réflexions intéressantes dans ce livre. Et un 2e volume a été consacré au problème du féodalisme. Et comme j'ai souvent évoqué le problème du mode de production féodal dans cet exposé, je crois qu'on peut là aussi trouver son bien. Sur les civilisations hydrauliques, je vous conseille aussi l'ouvrage de Karl Wittfogel, Le despotisme oriental, aux éditions de Minuit. Alors, pour ceux qui aiment la littérature, il y a un auteur, évidemment, français, qui a beaucoup écrit de romans sur cette région, sur l'Indochine. Vous avez peut-être vu le film L'Amant de Marguerite Duras. Bon, je n'ai apporté qu'un roman de cet auteur ici, Un barrage contre le Pacifique, dans la collection Folio, et qui concerne justement le Vietnam, mais pendant la période coloniale au XXe siècle, bien entendu. XXe siècle. Et enfin, pour terminer avec l'esthétique, un ouvrage publié aux éditions Könemann, les arts de l'Asie centrale, qui possède un chapitre sur l'art vietnamien. Voilà, même si ce n'est pas en rapport direct avec mon propos, je crois que ça vous permet, je crois qu'il faut élargir un petit peu les thèmes, les leçons à l'ensemble d'une civilisation traitée. J'ai dit.